Mesdames et messieurs, bon après-midi. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur Regard d'Afrique. Ce samedi, comme je vous dis à chaque fois, les femmes prennent le pouvoir. Nous sommes à l'émission Afrique au féminin. Oui, la femme domine ce samedi et puis on va parler notamment de l'entrepreneuriat, on va parler de littérature, mais également peut-être de journalisme vu que notre invité parade un peu dans le milieu de la communication. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter l'invité qui est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Julia Bidja. Bonsoir Nga. Bonsoir Odile et merci encore de m'inviter cet après-midi. Oui, elle ne parle pas trop, pourtant elle est journaliste. Je dis bonsoir, elle dit bonsoir de l'avoir invitée. Bon voilà, nous allons vous présenter cette auteure, présentatrice télé, qui a également beaucoup de cordes. Elle travaille également peut-être dans le développement personnel, parce que son livre nous en parle un peu. On parle du miroir. Miroir, c'est-à-dire se voir en face, peut-être parler d'autodérision, parler peut-être quelque part du narcissisme. Bref, elle nous en parlera. Mais sans plus tarder, on va commencer déjà à échanger avec Julia. Alors, bienvenue déjà sur Regard d'Afrique. Merci, merci encore, hein, je suis honorée, c'est toujours un plaisir de venir partager avec les femmes ce qu'on sait faire et puis acquérir de nouvelles expériences. Alors, des nouvelles expériences, on va en parler. Alors, aujourd'hui, on vous sait présentatrice télé, auteur, on ne sait pas quelle casquette vous avez encore, mais néanmoins, parlez-nous un peu de vous. On sait quand même que vous appelez Juliette Doreen, Gabidjo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Est-ce que le téléspectateur lambda qui regarde l'émission, il veut peut-être savoir qui vous êtes? Alors, dites-nous en quelques phrases. C'est vrai que c'est difficile de se présenter, mais bon, allez-y. Oui, c'est difficile de se présenter, surtout quand à un moment donné, on a plusieurs casquettes qu'on essaie d'arborer et de vivre au quotidien. Déjà, je suis une jeune femme qui vient de la région du centre, ici même où nous sommes. Aussi, je suis philanthrope, donc je milite beaucoup pour les causes défavorisées. J'ai donc créé une association que j'appelle Fevajos, avec laquelle je participe chaque année à déjà la réinsertion sociale des personnes détenues dans les prisons, également des femmes les femmes et les couches défavorisées. Donc, si vous scrollez sur ma page Facebook, vous allez voir qu'il y a des femmes déficientes visuelles, handicapées, moteurs. Toutes ces femmes-là, en fait, trouvent le réconfort dans mon association où j'essaie de leur montrer que malgré leur handicap, malgré leur déficit, elles peuvent trouver voilà, la force de pouvoir travailler et de subvenir à leurs besoins en vivant comme tout le monde. Donc, à part cette casquette, je suis également présentatrice télé, communicatrice des métiers que j'ai toujours aimés depuis ma plus tendre enfance. Donc, j'officie du côté de MyTV Channel, une chaîne voisine, bien sûr avec l'émir des médias que vous connaissez certainement. D'accord, il y a Idrissou, voilà, à qui on souhaite le bonjour. Voilà, donc et puis j'ai décidé depuis ma plus tendre enfance aussi qu'à partir de 30 ans je serai auteur et pour commencer la belle aventure en tant qu'auteur, j'ai choisi de redéfinir les valeurs qu'on devrait avoir dans notre société, redéfinir ces valeurs en donnant bien sûr des caractères qui sont propres à nous et qui peuvent bien sûr impacter notre quotidien et les personnes qui nous côtoient. Donc c'est pourquoi bien évidemment je nous propose Miroir. Miroir, c'est le livre, l'auteur qui nous parle, elle nous fait évader un peu dans son univers, peut-être dans sa tête, elle nous dira un peu pourquoi, ce qui l'a inspiré. Mais avant ça, tout à l'heure vous avez évoqué le volet femmes défavorisées, personnes à mobilité réduite, des jeunes femmes peut-être qui ne s'en sortent pas, ou bien qui sont peut-être discriminées. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette cause? Alors c'est très difficile parce que j'ai vécu avec ma maman qui était une personne très sensible. On agressait tout le temps ma mère parce qu'elle s'occupait toujours de tout le monde autour d'elle. Si une femme n'a pas à manger dans sa maison, même si on n'en a pas assez pour nous-mêmes et que c'est juste pour ses enfants, elle va toujours trouver le moyen de pouvoir aider les femmes ou les enfants qui étaient défavorisés auprès de nous. Donc c'est en grandissant avec cette femme-là que je me suis dit que forcément
enfin, c'est ancré, c'est finalement ancré en moi de vouloir aider ces femmes-là. Et je n'aime pas les personnes misogynes, forcément, qui ne pensent que les femmes ne peuvent pas faire oser, oui, oser être déterminées, s'occuper d'elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, même si je ne suis pas, comme on dit, influenceuse et que je n'ai pas... non, mais vous avez déjà de l'influence. Une auteure, c'est quand même... l'auteur, être autrice, c'est quand même élitiste aujourd'hui. Oui, bon, quand je dis influenceuse, c'est influenceuse comme celle que nous avons aujourd'hui, que nous servent les réseaux sociaux. Ça, c'est un préjugé. Nous avons notre auteur aujourd'hui, nous avons notre influenceuse, n'est-ce pas, qui travaille avec les femmes défavorisées. Mais comment ça se passe le contact avec elle? Vous allez vers elle, vous faites pour les avoir? Alors, généralement, j'organise l'événement en mars. Donc, avant mars... Vous viendrez communiquer ici, hein? Voilà, tout simplement. Donc, avant mars, c'est généralement avec des prisons ou des maisons d'hôtes, où on retrouve des personnes. Généralement, on va là-bas, on va faire une semaine avec mon équipe, où on travaille avec ces personnes. On commence par un peu de développement personnel, à leur dire que vous êtes peut-être ici en prison, vous êtes peut-être défavorisé, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez, avec d'autres facultés que vous avez, il faut également savoir que je travaille souvent avec des professionnels de la santé qui savent que si vous êtes déficiente du bras, vous pouvez développer d'autres compétences avec l'autre bras ou les yeux. Peu importe le membre avec lequel vous voulez travailler, vous pouvez développer d'autres capacités un peu plus que ceux qui ont tous leurs membres intacts. Donc, on essaie d'abord de faire un travail de développement personnel. Ensuite, on se met à les former en fonction des aptitudes de chaque personne ou des désirs. On leur présente toute notre palette d'activités, des draps qu'on peut teinter. On peut faire de la vous apprenez l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes et tout. Exactement. Donc, on leur apprend des choses et après, on peut même leur donner un fonds. Ça dépend des personnes qui nous accompagnent. On leur donne un fonds pour que après puissent se développer. Et vous vous rapprochez des administrations, le MINPROF, le MINAS Oui, exactement. Bon, je me rapproche toujours des administrations, mais comme nous sommes au Cameroun et que si vous n'avez pas de relation... Vous donnez votre plaidoyer. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas de relation, votre dossier n'avance pas, vous allez au ministère chaque fois, mais je ne me fatigue pas de faire tout le temps les comptes rendus, de faire tout le temps des demandes, et je me dis que au fil des temps, ça va finir par porter des fruits. Alors, si aujourd'hui une femme veut se rapprocher de votre association, comment est-ce qu'elle fait? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la page Facebook. C'est quoi la page Facebook? Feva Just, tout simplement. Feva, voilà. F-E-V-A-D-J-O-2-S. Vous pouvez le voir sur la... Feva Just. Bon, voilà, nous avons Juliette Dorian qui travaille également avec les femmes, peut-être les femmes un peu désœuvrées. Mais ce qui aujourd'hui, si vous voyez cette émission, allez sur cette page, vous la contactez et elle vous mettra en contact avec d'autres experts et pour travailler sur l'autonomisation des femmes, le mindset, le leadership, entre autres. Alors, vous êtes également présentatrice télé. Alors, d'où vient, n'est-ce pas, ce talent de présentatrice télé? Je sais. J'ai toujours aimé ça, comme je l'ai dit, j'ai toujours aimé les métiers de la communication. Tout ce qui tourne autour de la communication me passionne tellement. J'aime donner l'information exacte, faire des recherches, être un peu comme un démiurge, parce que je me dis que les journalistes ou les communicateurs, ils ont un air un peu démiurge, parce qu'ils ont l'air de connaître tout. Donc, je me dis que quand je me place devant vous chaque matin sur Momokeri, je vous donne l'information, je vous donne ce que vous ne savez pas, et grâce à moi, vous pouvez développer autre chose, ou bien vous pouvez avoir une agréable journée. Donc, c'est tout ça qui rend la chose belle. Informer, éduquer, divertir, c'est ça le rôle du journaliste et également du communicateur. Ce sur quoi, n'est-ce pas, on s'appuie, n'est-ce pas, pour donner la vraie et la bonne information, comme l'a souligné Juliette Dorian Gabidjo. Alors, on va s'intéresser maintenant à la littérature avec votre ouvrage Miroir. Quand on vous voit à la première de couverture face à un miroir, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà la symbolique, pourquoi cette image et pourquoi vous? Alors, il fallait bien une personne qui représente le miroir ou la personne qui se regarde
en face et qui a la possibilité de découvrir ce qui est sur son visage ou ce qui est sur son dos. Comme vous voyez, sur la première de couverture, on voit d'abord le dos. Voilà. Donc le dos symbolise tout simplement ce que les gens pensent de nous et que nous, on n'arrive pas à voir. Parce que ce que les gens nous disent, c'est vraiment souvent à peut-être 10% de ce que l'on pense. Vous évoquez les préjugés, les a priori, les idées préconçues. Exactement, de ce que l'on pense de nous en réalité. Et donc, dans un miroir, dans mon miroir que j'ai conçu pour mes lecteurs, je permets que chaque lecteur puisse voir son dos. Donc, puisse voir ce qu'on peut dire d'eux sur leur dos, en définissant les traits de caractère de chaque personne, en illustrant bien sûr avec des petites histoires qui font en sorte que chacun puisse se retrouver à un moment donné dans une histoire et se dire que finalement c'est ce que les gens autour de moi pensaient de moi et moi je n'ai jamais eu ça, je n'ai jamais su ça, mais voilà comment les gens conçoivent mes attitudes et ce que je peux faire dans mon entourage. Mais est-ce que ce n'est pas une histoire comportementale, parce que là on parle un peu de la psychologie et là on est peut-être pas la psychologie inversée, mais là on entre peut-être dans le psychisme d'un individu. Oui, c'est comportementaliste, c'est exactement ça. Donc, comme je ne suis pas professionnelle dans la matière... Si vous l'êtes, vous avez travaillé là-dessus sur l'ouvrage. Voilà, on va prendre le second chapitre, les personnes d'exception, le profil de la personne intègre. Ah, d'accord. Vous avez déjà probablement rencontré des personnes très intelligentes qui vous ont marqué par leur incroyable amour pour les autres, le don de soi, et quand je dis le don de soi, il s'agit de leur capacité à pouvoir soutenir les autres avec la dernière énergie, comme si leur vie en dépendait. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, quand on parle de personnes intègres? Alors, les personnes intègres, comme le mot le dit, sont des personnes avec qui on peut travailler, avec qui on peut vivre, malgré nos défauts, mais qui restent, qui restent intactes et qui ne changent pas, malgré que nous puissions avoir des failles. Donc, pour moi, c'est ça. La personne intègre, celle qui sait vivre avec les autres malgré... Vous en avez rencontré? Ah oui. Mais pourquoi vous hésitez avant de dire Bien oui? sûr. Pour écrire sur chaque personnage ou chaque personnalité que j'ai essayé de décrire, ce sont des expériences que j'ai vécues personnellement ou des histoires que j'ai vécues. D'accord. Alors vous parlez de la réalité que vous retranscrivez dans votre ouvrage. Oui. Ah d'accord, là c'est un peu comme une autobiographie en quelque sorte. Oui, on peut dire que on peut le dire autobiographie, mais parfois ce sont des histoires que j'ai vécues à distance, que j'ai observées, j'ai peut-être les voisins, les amis. Donc c'est un ensemble d'histoires qui m'a marqué et qui m'a fait catégoriser les différentes personnalités. On en vient, les narcissiques. Ah, j'aime bien ce chapitre. Un pervers narcissique est une personne qui présente un trouble de la personnalité caractérisé par un ego excessivement grand, un besoin constant d'admiration et un manque d'empathie envers les autres. C'est vrai qu'en psychologie, on donne beaucoup de noms. On parle de sociopathe, on parle de personnes introverties, on parle de troubles dissociatifs de la personnalité. Et là, peut-être vous parlez de narcissisme. Ici, ça évoque quoi? Alors, ça évoque tout ce que vous avez dit tout à l'heure, trouble de personnalité, tout ça, c'est le narcissisme. Et les personnes me demandent souvent que mais narcissique, c'est péjoratif, et puis je leur rappelle que je n'ai pas dit pervers narcissique. Voilà. Narcissique, il faut faire la différence entre pervers narcissique, voilà. Exactement, quand un narcissique n'est que narcissique, il peut mal se comporter, et dans la suite du chapitre, vous allez voir que parfois, dans sa tête, il est juste. Il est bon. Pour lui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il faudra et qu'il faut faire. Et bien sûr, il sait qu'il est sur le droit chemin et qu'il ne dérange personne. Et généralement, c'est ça. Mais après, pervers narcissique, c'est celui qui sait qu'il fait du mal aux autres et qui le fait sans se gêner. Mais donc, parfois, on dit également qu'être narcissique, c'est également une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on pense à soi, on prend le temps de penser à soi, ça peut nous aider à peut-être se reconstruire. Oui, on peut penser à soi, mais pas au niveau... un narcissisme exacerbé. À être narcissique. Par exemple, dans ce chapitre de narcissique, je parle du cycle de l'abus. Ah, d'accord. Le cycle de l'abus, c'est un cycle très important et je crois que surtout les femmes ont déjà vécu ça.
La majorité des femmes ont vécu ça dans les relations amoureuses, par exemple. Un cycle où vous êtes avec quelqu'un qui, de temps en temps, vous amène dans un univers incroyable. Vous êtes tellement heureuse, et puis le lendemain ou la minute d'après, il vous ramène, il vous remet vos défauts sur le visage, il vous fait comprendre que tout ce qui se passe de mauvais dans votre relation, c'est de votre faute. Voilà, donc il vous entraîne dans ce cycle-là où vous avez l'impression que si vous n'êtes pas avec la personne, vous ne serez pas bien avec les autres, ou que si que cette personne est la seule personne à pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Pourtant, il est juste en train de vous mener dans un cycle de l'abus, et ces personnes en général aiment avoir leur proie près d'eux. D'accord. Non, mais c'est intéressant, voilà, l'émission est très intéressante, j'apprends beaucoup de choses là. Et voilà, on parle des opportunistes, des solitaires. Pourquoi avoir choisi ce cas de figure? Alors, je vais dire les opportunistes, solitaires, narcissiques. Toutes ces personnes sont des personnalités qu'on retrouve dans chacun d'entre nous. Chacun peut se retrouver dans tous les chapitres, en fait. Chacun peut se retrouver solitaire. Il y a des personnes mariées qui ont l'impression d'être solitaires, qui ont l'impression de partager leur vie avec eux-mêmes, qui ont l'impression de ne même pas être ouverts au monde. Pourtant, ils sont mariés, donc chacun peut se retrouver dans le chapitre solitaire. Également, opportuniste, c'est pas un chapitre où c'est forcément péjoratif. Dans l'opportunisme, on parle également de ces personnes-là qui savent faire des partenariats. D'accord. Pour moi, déjà, j'ai commencé par définir l'opportunisme comme une sorte de partenariat où les gens font du gagnant-gagnant. Ensuite, parler de l'opportunisme où forcément, il y a toujours des personnes qui ont envie toujours d'en tirer plus et ne rien donner aux autres. Donc, dans tous ces cas de figure, je ne tire pas forcément le mauvais côté, mais je définis le cas de personnalité, et j'essaie de montrer comment la personne a fait pour en arriver là, et ce qui pourrait le sortir de là, et bien sûr, peut-être les avantages même d'être ainsi. Est-ce que ça peut être un livre de chevet, peut-être pour la femme, même pour les hommes aujourd'hui? Quand on voit un miroir, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça peut être un livre de chevet, un travail sur soi? Exactement, ça peut être un livre de chevet, puisque quand on se regarde sur un miroir, on a peut-être envie de changer ce qui ne va pas, d'ajuster notre rouge à lèvres, d'ajuster notre make-up ou nos cheveux. On ne sait jamais, donc en lisant le miroir chaque soir, on peut décider de changer plusieurs choses dans notre vie. Moi, je fais l'exercice tout le temps. Quand je me sens touchée par un chapitre, j'ouvre ce chapitre et je le relis. Donc, je pense que ça peut être un livre de chevet. Nous sommes avec l'autrice, n'est-ce pas, Juliette, qui ici nous parle de miroir, qui nous parle un peu de son parcours et des histoires qu'elle a vécues. Elle les raconte à sa manière, et puis avec une petite pointe, n'est-ce pas, de psychologie, un peu faire travailler ses neurones, et puis savoir se retrouver, penser à soi, penser aux autres, mais surtout être une meilleure personne. Alors, nous allons continuer avec les vidéos, n'est-ce pas, destinées à l'invité. Nous avons 2 vidéos qui seront destinées à l'invité. On va d'abord prendre la première vidéo. Bonsoir Odile Pahaï, bonsoir à Juliette Dorian Gabidjo et bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard d'Afrique Télévision. Alors, la littérature, c'est la subjectivité portée à l'absolu. En trempant sa plume dans l'encre, l'écrivain ou alors l'écrivaine extériorise ses pensées afin d'impacter la société. Et donc, Jean-Paul Sartre disait, le rôle de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Alors, à l'aune de cette maxime, Juliette Dorian Gabidjo, la première question est celle de savoir, lorsque vous avez décidé d'écrire l'essai Miroir, quelle est l'intention qui vous a poussé à écrire cet ouvrage
Et deuxième versant de ma question, la littérature est un domaine élitiste. Pour vous, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux jeunes afin de lire des romans, des essais, des recueils de poèmes? Merci. Il y a Idrissou, voilà, qui, n'est-ce pas, que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui vous pose la question à savoir quelle a été l'intention, comment vous êtes venu l'idée de pouvoir écrire cet essai et pourquoi vous l'avez fait? Alors, déjà, je veux dire que l'intention, bien sûr, la première intention, c'était de m'exprimer. Voilà, donc de m'exprimer comme tout le monde. Et en réalité, je voulais citer Fatou Diomé. Fatou Diomé, la sénégalaise. Voilà. Ouais. Comme Yaya qui dit que écrire, c'est affronter la nuit. Donc, affronter la nuit, parfois vous êtes tout seul. Et vous avez envie de partager ce que vous ressentez avec tout le monde en même temps. Mais tout le monde ne peut pas vous écouter en même temps. Tout le monde ne peut pas... Tout le monde a ses problèmes en fait. Et comme je le dis souvent, quand vous avez des problèmes, vous avez même envie d'expliquer vos problèmes en fou, en route. Et là, pour qu'on vous écoute, pour qu'on ne se dise pas que non, elle se plaint trop, il faut trouver un moyen de s'évader. Et donc le moyen juste de s'évader, c'est bien sûr d'écrire. Et écrire parce que on développe la nation. Il y a des nations qui se développent grâce à l'écriture. Donc on extériorise un peu un exutoire, quoi. Oui, oui, c'est souvent un exutoire. Très souvent, pour les auteurs, je donne le secret des auteurs, c'est souvent un exutoire, mais il faut le leitmotiv qui est de changer. Changer la société. Voilà, nous avons, j'espère que Yaya a retenu déjà la question de sa consoeur et après il a continué en disant, quel est le conseil que vous prodiguerez, n'est-ce pas, à des jeunes qui vous suivent aujourd'hui? On sait que vous travaillez beaucoup dans le développement personnel, vous aidez les jeunes, les femmes. Quel est le conseil que vous donneriez aujourd'hui? Alors, le conseil pour la littérature, parce qu'il parlait de littérature, alors, pour moi, c'est la détermination. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi et qui se disent que non, Julie, tu es une femme forte, tu as su braver telle ou telle épreuve. Et puis moi, je leur dis souvent que si vous n'êtes pas déterminé, vous n'allez arriver nulle part. Toutes les femmes que vous voyez qui brillent aujourd'hui sont déterminées. Tout ce qu'elles font, elles réussissent à affronter les épreuves et à pouvoir aller au-delà des épreuves. Et je prends même souvent l'exemple de celles qui sont des contre-modèles aujourd'hui. Je me dis souvent que pour prendre le courage de mettre une photo à moitié nue sur les réseaux sociaux, il faut avoir trop de courage. Il faut penser à ses parents, à ses frères, à tout le monde. Et c'est un courage en fait énorme. Bon, moi je dis, je pourrais sans te couper, c'est une ambition peut-être démesurée en fait aussi. Hein. Oui, et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir beaucoup de courage et être déterminé. Maintenant, vous allez choisir entre être très courageuse pour quelque chose de péjoratif et y arriver quand même, et être courageux, gardant sa dignité et être des personnes qu'on peut appeler ancêtres. J'ai suivi un jour une conférence du patriarche Bingono qui nous disait que tout le monde ne sera pas ancêtre. Les ancêtres sont des élus, des ancêtres sont des personnes qui ont des caractéristiques particulières. Vous ne pouvez pas passer votre vie à faire des choses qui ne vont pas dans la norme de la société et croire que vous allez être des ancêtres des personnes. Donc les ancêtres sont des élus, des personnes qui ont certains caractères, qui ont certaines valeurs dans la vie, et quand ils meurent après un nombre de temps défini, ils deviennent des ancêtres. Donc si vous rêvez être des ancêtres, le conseil de Madame Juliette. Si vous rêvez d'être ancêtre. Voilà. Donc on dit au Cameroun berceau de nos ancêtres. Ce ne sont pas tous ceux qui sont morts, mais ce sont des élus, des personnes qui ont eu des valeurs, des caractères qui valorisent notre berceau, notre Cameroun tout entier.
Donc, nous avons une autrice, n'est-ce pas, sur le plateau. Elle fait travailler nos neurones et puis notamment mon cortex. Mais nous allons prendre, n'est-ce pas, la deuxième vidéo avant de continuer le programme. Alors, bon après-midi, Juliette Dorian Gabicho. La première question que je voudrais vous adresser est celle de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire. C'était quoi la motivation pour vous de vous tourner vers l'écriture? La seconde question que je voudrais aborder avec vous concerne, elle est un peu plus spécifique. En tant que femme de médias, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confrontée à des propositions indécentes? Comment est-ce que vous évaluez le milieu de la presse aujourd'hui au Cameroun? De retour à Afrique au féminin. Si vous êtes scotché, surtout ne partez pas, car ce qui s'annonce est bien. Alors, Juliette, nous avons la question de Martial Biona qui veut savoir ce qui vous pousse à devenir auteur. La deuxième question est à savoir, est-ce que vous avez déjà reçu des propositions, peut-être, on peut dire, indécentes dans ce milieu? Bon, à la première question, forcément, maintenant, j'ai répondu, c'est de changer le monde. Voilà. Donc, grâce à ma proposition indécente. Changer le monde. Alors, proposition indécente, même les femmes qui vendent les ananas au marché ont des propositions indécentes. Ça arrive partout. Et surtout dans le domaine de la presse, où généralement vous ne trouvez même pas peut-être la personne de votre vie parce que tout le monde pense que quand vous êtes des médias... Oui, c'est récurrent. Hein? Voilà. Une femme de médias pour qu'elle se marie, c'est un gros souci. Oui, surtout au Cameroun. Peut-être ailleurs, c'est différent, mais ici au Cameroun, c'est un peu difficile. Exactement. Tout le monde pense que quand vous êtes des médias, tous vos boss, toutes les personnalités, tous ceux avec qui vous travaillez, forcément, vous ont déjà fait des propositions. Et vous êtes toujours là parce que vous acceptez les propositions. Mais il faut le dire, hein, Madame Juliette, parce que nous, on subit ça, moi également. Hein, donc, dites la vérité. Voilà, exactement. Donc, on subit voilà. Les propositions indécentes. Ça arrive tout le temps. Depuis le début de ma carrière, même, j'ai eu des propositions indécentes. Mais quand je suis têtue, mon plus grand défaut, hein, pour ceux qui me connaissent, et me regardent aujourd'hui, savent que mon plus grand défaut, c'est que je suis têtue. Et que chaque fois que quelqu'un veut me mettre des barrières, et ça devient un objectif pour moi. Si tu me mets des barrières, tu me dis que si tu ne passes pas ici, tu n'auras pas ça. Ça devient mon objectif. Et tant que je n'ai pas atteint cet objectif, tu vas me voir réveiller jusqu'à 5 h du matin parce que je n'ai pas atteint cet objectif. J'ai eu des propositions indécentes de la part des réalisateurs parce que je produisais déjà mon émission Feva Job. C'était d'abord un concept d'émission où je recevais des femmes qui venaient parler des difficultés qu'elles ont eues à pouvoir exceller dans leur domaine de prédilection. Donc, pour produire cette émission, j'ai fait appel à des personnes avec qui je travaillais. Et donc, au début, il y a certaines personnes, je ne vais pas dire certaines personnes, les personnes qui m'ont aidé au début, m'ont fait des propositions indécentes que je n'ai pas acceptées, que je tournais même parce que comme je voulais que mon émission passe, tu te mets à tourner, tu dis que non, parce que tu te dis que non, l'objectif c'est que l'émission sorte, mais à la fin, ils te disent que si tu ne donnes pas, ton émission ne sort pas. Tu as fait peut-être 4 tournages avec des personnalités, et puis à la fin, ça ne sort pas. Je vais même prendre l'exemple de Abena Marie. Marie Abena, elle avait pris l'avion de Douala pour Yaoundé pour produire une des émissions. Et cette émission n'est pas sortie à cause des propositions indécentes. On n'a pas pu diffuser. Aujourd'hui, elle m'a bloqué. Bon, il faut le dire à la télé, voilà. Oui, elle m'en a voulu jusqu'à aujourd'hui parce que l'émission n'est pas passée. Elle s'est déplacée. J'ai tellement apprécié son geste, mais l'émission n'est pas sortie. Elle m'en a voulu, mais elle n'a pas su que l'émission n'est pas passée parce que je n'avais pas accepté de propositions indécentes. Et la personne est allée sur YouTube, il a supprimé toutes les autres émissions qu'on avait déjà fait. Donc, il a supprimé des émissions. Il a supprimé l'émission qu'on avait fait avec la dame. Vous imaginez tout ce que j'ai dépensé, tout ce que j'ai fait. Comme énergie, comme travail. Énergie.
financièrement pour avoir ce programme et qu'il a tout supprimé. Donc tout ça c'était à cause des propositions indécentes que je n'avais pas acceptées. Mais heureusement, comme je dis, il faut être déterminé. Et aujourd'hui, quand j'essaie de me démarquer un tout petit peu, ces personnes reviennent en disant que je te suis depuis et vraiment félicitations pour ce que tu fais. Je me rappelle que ça il faut leur offrir ton livre miroir. Hein. Je crois que ce livre leur fera peut-être changer de comportement parce qu'on travaille sur le changement de comportement également. Alors la troisième question, c'était à savoir, vous qui êtes dans les médias, ça se passe comment dans les médias? Quel est le regard que vous portez en tant que femme de médias face à ce qui se passe aujourd'hui? Alors, en tant que femme de médias, moi je me dis que les femmes, comme je milite pour les femmes et je me dis que les femmes ont le pouvoir de tout changer, ont le pouvoir de tout faire. Ce ne sont que les femmes qui peuvent travailler, être ménagères, être babysitter, porter les enfants dans leur ventre, faire tellement de choses en même temps. En même temps, rapporter toujours de l'argent à la maison pour aider leur mari. Et je me dis que pour que les choses avancent dans notre société, et même dans les médias en particulier, il faut que les femmes reprennent leur place de maman, de dirigeante. Voilà. Et comme ça, peut-être que les choses peuvent changer et qu'elles essaient de, je sais pas, se mettre ensemble pour pouvoir nourrir des idées. C'est vrai qu'on dit souvent c'est un peu difficile de voir des femmes qui se mettent ensemble. Oui, parce qu'on voit même en politique, c'est vrai qu'il y a une question qui vous sera posée tout à l'heure. Quand on voit des femmes en politique, même s'il y a un candidat femme et un candidat homme, les femmes préfèrent voter l'homme. Oui. Ouais. Bon, on va se dire que il y a la grande question de jalousie, mais c'est aussi un terme que j'aborde dans mon œuvre en disant que la jalousie en fait n'est pas un sentiment mauvais. C'est l'amour, ou l'amour pour ce que la personne fait qui nous fait penser que nous sommes jaloux. J'aimerais tellement être, comment elle s'appelle, la candidate des États-Unis, Kamala Harris. Voilà, Harris. J'aimerais tellement être comme elle et finalement, j'ai l'impression que je suis jalouse. Il ne faut pas qu'elle arrive parce que j'aimerais être comme elle. Pourtant, ce qui devrait nous habiter, c'est que j'aimerais tellement être comme elle que je devrais la soutenir. Et comme ça, elle pourra tendre la main à toutes les autres femmes qui voudront prendre ce chemin. Donc, je me dis que en ayant beaucoup de débats d'idées, beaucoup de rencontres, beaucoup de coworking, on pourra peut-être changer la donne. Voilà, essayez un peu d'évoquer le métier de journalisme au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se plaignent, ils ne sont pas bien rémunérés, on a clochardisé la presse, je crois que vous avez déjà entendu ça quelque part. Le ministère de la Communication n'accompagne pas véritablement les journalistes, mais il y a beaucoup de sous-entendus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que femme de médias, experte et peut-être celle qui a un regard averti? Alors, je vais être honnête, c'est pas vraiment le journalisme qui me nourrit véritablement parce que j'ai d'autres activités à part ça. Et à un moment donné, j'ai souvent envie de jeter la pierre aux journalistes qui sont férus des perdièmes. Après, je me dis que forcément, c'est ce qu'ils ont. Les presses, les médias qui payent bien, qui disent qu'ils payent bien leurs journalistes ici, dans notre pays, donnent 150 000 aux journalistes. Donne 150 000 aux journalistes et quand tu t'arrêtes et quand tu fais le listing de tes dépenses du mois, ça ne peut pas. Donc tu ne peux s'il y a des factures à payer, la maison à payer, les enfants, manger, s'occuper peut-être même de leur déplacement, le transport, si quelqu'un tombe malade, c'est vrai que 150 000 c'est juste quand même. Et que vous dites juste pour peut-être pour quelqu'un qui paye une maison de 50 000, 50 000 encore avec des enfants c'est compliqué parce qu'il vous faut 2 chambres, c'est déjà la promiscuité. Voilà. Si vous avez une seule chambre avec 50 000 et donc aujourd'hui avec 150 000 qui est supposé être le média le mieux payé, moi je pense que
c'est forcément les gens vont exiger des perdièmes ou écrire des papiers en faveur de tel ou tel parce qu'ils attendent. On appelle ça les tirs, voilà, le kilave. Ils attendent des rémunérations. Pourtant, le journalisme nous demande de donner la vraie information. Tout à fait. On a besoin de... La responsabilité du journaliste. Voilà, de donner la vraie information, de ne pas prendre des partis pris pour telle ou telle chose. Donc je me dis que il faudrait que, pour moi, que les patrons des médias se mettent peut-être ensemble pour créer de grands médias. Au lieu de faire chacun son petit média où il n'arrive pas vraiment à payer les gens, du coup, quand il n'arrive plus à payer un mois, il se met à envoyer les demandes d'explication, des congés techniques parce que l'argent... Ah, on voit que vous avez vécu ça. Hein? Oui, donc finalement, je me dis qu'ils peuvent se mettre ensemble, conjuguer les efforts et grâce à ces efforts conjugués, au lieu de courir après les perdièmes, les gens vont s'asseoir et faire le bon travail, donner la bonne information, créer même des contenus qui peuvent voilà, éduquer aujourd'hui. Alors qu'on sait que vous avez été édité à la maison, édition Edimi du Midi, on va déjà dire merci à Eric Théophile Tchoumke qui est votre éditeur. Alors on dit, sachant que les auteurs camerounais ou même africains ne vivent pas forcément de la littérature, que pensez-vous de l'édition hors du continent africain? Alors, l'édition hors du continent africain, c'est vrai que j'ai été éditée au Cameroun, c'est mon premier chef-d'œuvre. J'ai pas encore travaillé avec des gens de l'autre côté, mais avant de produire mon livre Neveu Miroir, je me suis renseignée. Et déjà, pour moi, il faudrait que les éditeurs au Cameroun apprennent beaucoup de l'extérieur. J'ai travaillé avec les éditions de Midi, j'ai travaillé avec d'autres éditions pour des livres pour lesquels j'ai communiqué, à l'instar des investissements chinois au Cameroun du docteur Olivier Mendop. J'ai travaillé pour eux et je me dis que il faudrait que les éditeurs travaillent beaucoup sur ce qu'il faut pour avoir une maison d'édition. À l'extérieur du pays. C'est un clin d'œil que vous lancez aux maisons d'édition, quoi. Oui, c'est un petit clin d'œil. Parce qu'on en a beaucoup, hein, et peut-être qu'ils nous suivent également. Hein. Oui, et c'est vrai que j'étais très chanceuse d'être avec Eric Tchoumke, oui, qui est quand même avant-gardiste aujourd'hui, qui est un des éditeurs qui quand même communique véritablement sur ses auteurs. Et ce qui me marque plus sur lui, c'est que c'est lui, l'éditeur, il prend le temps de lire votre œuvre. Il prend le temps de savoir ce il lit, il relit, la relecture et tout. Ce qu'il y a dans votre œuvre. Et là, je vous assure, vous arrivez chez lui, il vous explique ce qu'il y a dans le miroir. Il sait vendre le miroir parce qu'il lit ce qu'il y a dans votre œuvre. Et à l'extérieur du pays, si votre œuvre n'est pas alléchante, on ne vous édite pas. On peut refuser de vous éditer. Je prends l'exemple de, j'ai encore oublié son nom, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui a été, on a refusé de l'éditer aux États-Unis, en Amérique, pendant beaucoup de temps. On a refusé de l'éditer parce qu'à l'extérieur, ils prennent le temps de lire, de voir les angles, de peut-être, si on voit qu'il y a un bon fond, on essaie de travailler avec vous véritablement pour améliorer des choses. Il y a des séances de lecture, il y a des moments où on reprend certains chapitres, ce qui vous permet à vous-même, l'auteur, de maîtriser votre œuvre et comprendre beaucoup de choses même que vous avez faites et que vous avez fait sans réfléchir. Donc il y a un gros travail de fond qui est fait à l'extérieur. Oui, à l'extérieur aussi, on dit souvent, il y a des maisons d'édition à thème. Il y a des maisons, par exemple, qui sont spécialisées peut-être dans les romans, dans les trucs, des enquêtes policières, les romans qui sont spécialisés dans la poésie, des romans qui sont spécialisés peut-être pour la littérature africaine ou bien occidentale, je peux dire néocoloniale, entre autres. Mais néanmoins, je pense quand même que les Occidentaux prennent la mesure peut-être de pouvoir mettre en exergue la littérature comme étant un volet culturel de développement, parce que c'est un patrimoine dans la littérature en Occident, ce qui est un peu différent, mais il y a des jeunes auteurs quand même qui se démarquent, des éditeurs même, je veux dire. Nous avons par exemple Marie-Betty Mawem, que vous connaissez également, qui a les Fous du Livre, qui a même un festival, le Festifou en décembre, sans publicité d'ailleurs, et qui justement essaye de mettre en exergue les auteurs locaux et apporter un peu de cette richesse qu'on a aujourd'hui. Comme vous l'avez souligné, il faudrait que beaucoup d'éditeurs apprennent peut-être à l'école peut-être occidentale pour que la littérature soit une richesse
richesse parce que la littérature en Occident, ça rapporte beaucoup d'argent. Les auteurs sont très lus, très connus, très prisés. Tout à l'heure, vous évoquiez Père riche, Père pauvre. Ça rappelle l'histoire de J.K. Rowling, celle qui a qui écrit Harry Potter, qui a eu près de 100 maisons d'édition qui ont refusé son livre. Et elle dit, elle arrive, elle était découragée. Et c'est un éditeur un peu bizarre. Elle arrive d'abord, il n'y a personne dans sa maison d'édition, il est tout seul. Elle se dit, bon, je tente un dernier coup avant d'aller dormir. Et puis 2 semaines après, il la rappelle, il dit, j'ai aimé votre histoire, je vais mettre les moyens. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était un éditeur qui avait même beaucoup d'argent, mais qui se faisait discret. Et c'est comme ça, après plus de 100 maisons d'édition, c'est comme ça qu'elle devient célèbre avec Harry Potter. Et vous voyez la suite aujourd'hui. Donc, il faut lire Miroir. C'est un livre sur la détermination. Surtout beaucoup de volonté dans ce qu'on fait. Et puis, ça nous apporte un petit regard sur le leadership peut-être personnel, comme elle parlait de développement personnel. Alors, on va s'intéresser un peu à l'art culinaire. Je sais quand même que je l'ai mangé quand même. Hein. Au Cameroun, avec plus de 300 ethnies, ça c'est sûr, on mange. Exactement, j'aime manger. Voilà. On va donc prendre cette rubrique découverte culinaire avec, n'est-ce pas, 2 cuisiniers très connus sur les réseaux sociaux. On vous laisse le choix de regarder. Bonjour, ça va? Il y a un proverbe américain qui chante que au moment où tu mot après tu ne reconnais plus. Grandement, je me tourne ou adonne Wayem Kima. Ton caleçon est fait quoi chez moi? Ça, c'est un proverbe américain qui peut dire que ça veut tout simplement dire que l'eau n'allait pas brûler le poisson si la confiance existait. Si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est vos problèmes parce que vous ne devez jamais rien comprendre. Votre cerveau comprend, mais vous faites semblant de ne pas comprendre parce que vous ne voulez pas vous soucier de l'avenir. Au lieu de vous raconter quelque chose, je vais vous prévenir de quelque chose. Écoutez-moi bien vos oreilles, écarquez vos oreilles comme vous aimez écarquer vos narines là pour aimer la nourriture des gens qui ne vous appartiennent pas. Et quand ils mangent, ils ne vous donnent pas, vous dites qu'ils sont chiches. C'est comme ça que vous devez aussi vous aurez vous comprendre. Hein? Voilà. Tu es là, tu offres le téléphone à une fille. Dernier iPhone 14 Pro Max 1 Tera. Non, pas 1 Tera, 256 Go parce que vraiment 1 Tera est trop cher. Ce genre de téléphone que moi j'utilise, tout le monde peut acheter. Le bas de 1 Tera, voilà, oui, c'est pas pour tout le monde. 1 Tera violet, oui, là-bas c'est pour moi. Voilà. Bref, tu achètes un nouveau téléphone à une fille, elle avait le Samsung, elle vend directement son Samsung. Ah là là, elle vend son Samsung. Coucou, tu vends ton Samsung, quand ça va finir quand nous allons récupérer mon téléphone, tu vas utiliser quoi? Ouais, ma coucou, oh, tu n'es pas très intelligente, hein? Vous ne voulez pas comprendre quoi dans ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que quand le mariage est fini, vous remettez tous les cadeaux qu'on vous a offerts. C'est plus simple et compréhensible. Ce n'est que normal. On soit ensemble, il y avait de l'amour, il y avait tout. Je disais que tu as quelqu'un avec qui je ne peux pas vivre, je peux quoi? Si je suis pas dans ma vie, je vais mourir. Oh, si je suis pas dans ma vie, va s'arrêter de vivre et tout ça, bref, tout ça. Mais tu as quand même pour le courage de me quitter, pour voir si je vais vraiment vivre ou bien vraiment mourir. Si tu es parti, remets-moi donc ce que tu avais donné. Vu que tu peux me remettre mes énergies que tu avais donné la nuit, tout ce que tu avais donné la nuit, remets-moi donc ce que je t'avais offert matériellement. Vous faites souvent vous refuser les choses, vous refusez de remettre les choses des gens, vous me faites même souvent rire. Si je t'offre maintenant le téléphone là, tu pars, tu dis que remets mon téléphone, après que tu as volé mon téléphone, parce que le téléphone à ma partie, tu vas dire quoi, tu vas faire quoi? Vous passez souvent white, quand je le remets pas, ne remets pas voir, ne remets pas. Toi et moi la PJ, toi et moi la PJ. D'abord même que quand il t'offre le téléphone là, hein, je vais mettre là-bas qu'on a volé mon téléphone, mais que non, laissez, je laisse la plainte, je mets la plainte à stand-by. Le jour que tu me quittes, ma mère avait dit que c'est comme si j'avais 3 personnes qui a volé mon téléphone. On commence à te chercher, on te prend, si tu refuses de me remettre mon téléphone, c'est comme ça maintenant, on ne blague plus. Pas quelque chose que vous faites, vous sortez les enfants des gens, vous sortez les filles des gens, vous sortez les garçons des gens là, vous abusez de là, vous aussi vous êtes même bête. On saurait vous donner les choses gratuitement, facilement, comme ça, vous donnez que ça appartient à la personne, vous croyez que la vie c'est facile. Non, pardon, la vie c'est de donner, je te donne mon âge, tu donnes mes choses, tu me donnes l'amour, tu me donnes ce que je veux. Dès que c'est fini, tu me remets mon matériel, c'est ça. Tu vas voir les couples, bah, le collège, je pense que ça avait chanté que, avant que les parents, mes parents, remets-moi tout ça, c'est tout ce que j'étais venu avec blague, patati, patata, tout, c'est vraiment mon énergie. Tu connais les énergies que j'ai dépensées pour toi, hein, tu as mangé ma nourriture, je me suis levé la nuit à 3h du matin parce que tu me chatouillais la tête, il fallait que je réponde au chatouillement. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as hé, Marco, non, ça a été donné, oui. Maintenant, tu as le matériel, que chacun prenne son matériel et parte avec. C'est ça. C'est simple, pur et simple. Quand il passe dans les choses, vous pensez que c'est un blague. Je connais un gars, il sort à Vinci, une fille qui n'avait rien dans la vie. La place, c'est que vous n'avez que soit avec le gars, il a l'argent, soit avec lui, il a l'argent. Chaque fois que le gars achetait une fille, quelque chose à la fille, là, il achetait ça à son nom, ou au nom de sa sœur. Donc, dès qu'il achète seulement la perruque, c'est au nom de sa sœur. Dès qu'il achète la chaussure, c'est au nom de sa sœur. Il achète les grandes chaussures. Il achète les loups-boutins, les chaussures comme ça, au nom de sa sœur. La fille, là, elle est complètement habillée par le gars. Tu montes, tu descends. Elle a été complètement habillée par le gars. Elle a rencontré un autre type là. Le type là a dit que, oh, qui est ton villageois de gars là et tout, moi je vais te donner un peu plus d'argent. C'est comme ça qu'elle laisse pas rester avec l'autre type là. Le gars était posé, calme, il avait dit que c'est ce que tu engages là. Est-ce que tu vas supporter? Moi, si moi, ça va te dépasser. La go là a insulté, complètement insulté ses sœurs et tout. Chacune de ses sœurs est partie déposer la plainte. Que elle a mon ceci, elle a mon cela et tout. J'avais emprunté, je lui avais prêté ça, l'autre elle a volé et tout. Donc un jour elle est sortie avec son nouveau gars. Ils sont allés au restaurant. Le gars est venu avec ses sœurs, il est plainte déposée et la police. Que la perruque que tu as là c'est pour ma sœur. Il y avait tous les numéros de série de la perruque. Oui, les perruques ont le numéro de série. Sous vos perruques n'ont pas de numéro de série. Ce sont les fausses perruques pour porter les cheveux des morts qui n'ont pas de sens, sans traçabilité. Ça, c'est ça les numéros de série. Bref, quand tu fais comme ça là, tu vois que
elle allait faire comment? Elle a commencé à pleurer dès que tout. Elle va savoir le soutien au caleçon. Parce que la fille, une des sœurs du gars veut même pisser d'elle, que non, on va lui faire ça. On a tout récupéré, tout! Oui, c'est ça! C'est comme ça qu'on doit se comporter maintenant. Tu me fais, je te fais. Tu me quittes, ça me fait mal au cœur. Je te rends ça, je te rends la monnaie de ta pièce. Si c'est que moi, j'ai offert tout, matériellement, et qu'après je ne veux plus de toi, je pars. Tant mieux, je pars. Mais, tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas plus beau que moi. Parce que si la personne est plus belle que moi, il y aura des problèmes, tu me rembourses tout. La personne doit être laide et un peu pauvre. Parce que si ce n'est pas ça, tu me rembourses toujours tout. Oui, rien ne doit me dépasser. Je dois tout contrôler jusqu'à la fin, même la rupture, oui. Non, blague à part, ça fait quand même mal que tu offres la voiture à une fille, mon frère. Elle te quitte, elle va rien plus beau que toi. Et parfois même il est pauvre. Et le gars conduit ta voiture. Tu vois quand tu vas laisser que, oh, dignité, il faut pas prendre les cadeaux que tu offres à quelqu'un. Prendre, c'est quoi, donner, prendre, c'est un péché. Je vais seulement pécher. Je vais aller à Nanterre, il n'y a pas de problème. Je vais pécher, je vais aller à Nanterre. La vie est trop dure. Ah! La diète facile pour être dure pour moi, le goût même. Le genre de goût même, ça fait mal. Merde, ça pique, massa. Wesh. Ouais, oh. Vous savez quand même que je blague, non? Tu sais que je dis la blague, non? On ne peut pas faire une chose pareille. Je suis, mais pas à ce point. Quand moi, je donne. Je suis un gars riche. Les gars riches ne reprennent pas. Pour les petits villageois qui font ça. Accapadon, bye. Cuisine camerounaise mise en avant avec deux férus de la cuisine. On l'appelle bien Doc Bidji et le second c'est Sir Pierre Mbengue. Ils sont très connus sur les réseaux sociaux et font déjà de la cuisine camerounaise, n'est-ce pas, une marque déposée. On est fiers déjà d'eux, on leur dit déjà merci. Et voilà, c'est comme ça qu'on valorise un peu, n'est-ce pas, le patrimoine. Même la gastronomie fait partie du patrimoine. Alors tout à l'heure on évoquait, n'est-ce pas, la littérature dans le volet quelque part un peu institutionnel et peut-être intérieur dans nos pays, nos administrations, et peut-être aussi dans le volet social. Est-ce que la littérature aujourd'hui, on peut dire, est un pan qui peut apporter une réflexion sur peut-être le changement de comportement, sur peut-être une éducation appropriée? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, bien d'accord avec moi, vous qui travaillez dans les médias, on retrouve les dépravations des mœurs, on retrouve également des écarts de conduite. Il y a même l'intervention du MINAT qui des fois, qu'on trouve un peu musclé, qui est obligé des fois d'intervenir avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la littérature peut aider, n'est-ce pas, à ce changement de comportement quand on parle de mind education? Oui, bon, dire que poser encore cette question, c'est demander si la terre est terre, parce que je me dis que depuis le début, même quand on était à l'école, la littérature en fait était là pour changer nos comportements. C'est après avoir lu Madame Bovary qu'on se disait que voilà, on va essayer de ne pas se comporter comme cette dame-là. Ce n'est pas normal. Ou, je sais pas, une saison blanche et sèche. Oui, on se disait que, donc finalement, les Sud-Africains, là, c'est ce qui se passait là-bas. Donc ça change nos mentalités. On change un peu ça change nos mentalités, en fait. Et la littérature, comme dans Miroir, rejoint la pensée de Antoine de Saint-Exupéry qui dit que si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc les différents caractères des personnes nous permettent de comprendre les autres déjà, de comprendre nos erreurs à nous, de savoir que si on fait des erreurs et que les autres nous comprennent, on a aussi le droit et le devoir de les comprendre. Et donc dans cette optique, forcément la littérature, le premier rôle de la littérature, c'est de changer les comportements et bien sûr peut-être pour nous en Afrique on devrait l'utiliser pour perpétuer nos... Non, mais l'arrivée des réseaux sociaux a un peu changé la donne, parce qu'aujourd'hui on voit, il n'y a plus trop de personnes qui lisent, et puis on a déjà la littérature digitale. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je pense toujours qu'on devrait garder le trait traditionnel de la littérature. Parce que le livre physique. Oui, le livre physique, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil des temps, mais on a toujours les livres, les Jacques Prévert. Ça fait combien d'années? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on l'a toujours et on va toujours le rechercher en livre physique, parce que demain, Mark Zuckerberg peut décider qu'il est fâché et lui, il n'a plus envie de faire Facebook, et puis toutes nos données disparaissent.
disparaissent, on n'a plus rien. Effectivement, il y a 10 jours, il y avait un problème d'internet déjà en France et ça a fait un boom sur déjà les vols qui arrivaient, les voyages étaient en retard, il y a les distributeurs automatiques qui marchaient plus. Voilà, c'est aussi les méfaits un peu de l'intelligence artificielle, on peut dire, de ce côté. Mais le livre physique est toujours très attendu et très important car on le garde soigneusement sur soi. Et le jour où il n'y a pas la connexion, il n'y a pas de lumière, bah écoute, vous allez chercher les livres. Encore que le monde évolue dans la culture de la mode. À un moment donné, on portait des pantalons slim. Après, c'est devenu les entonnoirs, on a porté les pattes d'éléphant. Oui, c'est des époques. C'est revenu, donc peut-être que... Les pantalons pattes d'elfe, même pour une période, sont revenus. Voilà. Aujourd'hui, ça revient même. Les robes des années 60, qui toutes jeunes, toutes petites, là, elles reviennent, parce qu'on les voit, n'est-ce pas, on appelle ça les tendances, qui reviennent, n'est-ce pas, avec la mode. Alors, si tout à l'heure, on a évoqué la politique, on va revenir là-dessus. Alors, aujourd'hui, on parle de femmes, le genre. En politique, c'est beaucoup plus de femmes qui s'inscrivent sur les listes électorales. Elles représentent 52% dans le fichier de vote. Mais pourquoi aujourd'hui on ne retrouve pas trop de femmes en politique, plus de candidats femmes, plus de femmes engagées? C'est vrai qu'on évoque le volet culturel, l'ethnicité, peut-être une femme mariée, le mari va dire pourquoi tu es rentré à minuit, 1 heure, la campagne ça servait à quoi alors que tu es mariée? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes peut-être ne font pas le pas, comme on dit souvent? Alors pour moi c'est la culture. Parce que les femmes ont la culture d'aimer leur mari, de se comporter comme des femmes dociles, des femmes qui sont supposées travailler pour leur mari. Et donc aujourd'hui, si une femme entre dans la politique, le fait est que les hommes qui sont autour d'elle vont la considérer comme un pot de fleurs qui est venu orner la campagne. On ne va pas prendre en compte la quintessence de ce qu'elle apporte. Parce que misogyne, vraiment, franchement, si vous connaissez 2 hommes qui ne sont pas misogynes, venez me voir, vous me les montrez. Parce que même s'ils font semblant à un moment donné... C'est toujours un trait de caractère. Oui, ils font souvent semblant de supporter. Oui, on aime les femmes valeureuses, les femmes qui se démarquent dans la société et tout. Mais vous avez remarqué que la majorité de femmes qui se démarquent véritablement, je dis véritablement, celles qui travaillent véritablement, elles ne sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées parce qu'elles ont la capacité de décider que ça je veux faire parce que c'est bien, ça je veux pas faire parce que c'est pas bien, ou je peux faire ça et j'échoue parce que je suis un être humain, parce qu'une personne qui est appelée à grandir a droit à plusieurs échecs. Mais on parle également de discrimination quand vous n'êtes pas marié, par exemple, vous qui êtes du centre. Si vous faites à un certain âge, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous serez classifié dans un cadre un peu pas très appréciable aussi, il faut le dire. Oui, exactement. C'est toujours culturel. Chez nous, quand vous n'êtes pas marié, vous dépassez les 25 ans et qu'on ne voit personne, à un moment donné, vos parents vous harcèlent. Avec ça, on vous présente même des prétendants. Oui, voilà. On vous dit, il y a un vieux papa d'Auch qui a peut-être 6 hectares là-bas. Ou on vous dit qu'on a doté votre cousine hier, l'autre on va la doter la semaine prochaine, et puis l'autre... Coco qui babisier. Oui, et puis il y a ta tante là, la seule du village, qui n'avait pas eu d'enfant et qui n'était pas mariée. Elle était morte, on l'a enterrée là-bas. Voilà, même, c'est dans sa tombe qu'on a construit les maisons, vu qu'il n'y avait personne pour entretenir. Elle n'avait pas de famille. Donc à un moment donné, on vous met la pression, et ce qui peut vous amener à faire des mauvais mariages. Mais il y a beaucoup de mauvais mariages. Quand je fais des enquêtes du journaliste, des fois, quand vous allez dans les tribunaux, 80% c'est des gens qui se sont mariés parce que la famille voulait qu'ils se marient. Et quand vous interrogez, vous faites des interviews à certains maris, femmes, ils vous disent que non, j'avais la pression de ma mère, la pression de la famille, je suis cadre, on disait que non, tu ne peux pas être cadre tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas occuper un haut poste. Alors ils tombent sur la première femme et ça devient son enfer. Oui, et ça devient son enfer, et puis comme ils ne peuvent pas rester, ils finissent par divorcer. Et c'est des enfants qui sont au milieu... Et qui souffrent finalement. Donc moi je me dis que en tant que... Mais c'est un thème sur lequel tu devrais travailler déjà. Ça c'est un peu le thème de mon prochain livre. Ah d'accord, oh là là, on a trouvé le secret. Je travaille dessus quand même, et je me dis qu'on ne devrait pas mettre la pression aux gens. Finalement on a le droit de se marier avec la personne qu'on a décidé. La personne qu'on pense
pense qu'il peut répondre à nos aspirations. Parce que si vous aspirez à être une femme politique et que vous vous mariez avec un homme qui est déjà illettré, je n'insulte pas les hommes. N'indexez pas quelqu'un. Je n'indexe pas. Je me dis que si un homme est illettré, il peut avoir une bonne femme même, une très bonne femme, une belle femme et tout, mais qui répond à son niveau. Parce que généralement... Mais il faut se compléter aussi des fois. Oui, généralement ces hommes, quand vous arrivez quelque part, c'est lui qui veut beaucoup parler, généralement. Oui, il veut s'affirmer, il se sent diminué. Oui, il se sent diminué. Ouais. Pourtant, les hommes qui ne sont pas illettrés, je veux dire, si vous êtes marié à un professeur, vous n'allez jamais le voir beaucoup bavarder si vous sortez. Pourtant, c'est lui qui a certainement des choses pertinentes à dire. Et même si vous êtes une femme de certaine envergure et que votre homme, c'est un homme bien intellectuel et tout, il ne va pas chercher à s'affirmer. Il saura que, oui, ma femme, elle a le droit de se développer. Donc, je pense que à ce niveau, il faut laisser les femmes. Il faut laisser les gens choisir des personnes qui peuvent être compatibles. Ah, on a bien envie de lire le prochain livre. Hein. Ça, je vais l'attendre avec patience, cet ouvrage. C'est vrai que ces dernières années, on évoque beaucoup le Made in Cameroun avec le ministère des petites et moyennes entreprises et même le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui met en exergue les jeunes entrepreneurs camerounais qui, n'est-ce pas, se démarquent à travers, n'est-ce pas, la production locale. Et il y a quelques semaines, quelques mois, je veux dire, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parlait, n'est-ce pas, d'import-substitution. Selon vous aujourd'hui, est-ce que c'est, n'est-ce pas, un axe vers le développement déjà pour le Cameroun et peut-être même pour l'Afrique? Étant acteur du Made in Cameroun, je me dis que oui, c'est un axe de développement, mais il y a encore beaucoup de choses à revoir dans notre pays. Beaucoup de blocages que nous avons dans... Vous parlez de quoi? Administratif Administratif surtout. Parce que, vous savez, les personnes qui font le véritable Made in Cameroun, très souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas fréquenté. Ce sont des personnes peut-être qui ne sont pas lettrées, mais qui s'y connaissent. Mon grand-père, par exemple, était cultivateur d'ananas. Il avait des hectares d'ananas. Et comment il fait pour mettre en avant son Made in Cameroun, alors qu'il sait que je peux aller vendre mes ananas au marché, je rentre, j'ai mon argent. Quand je vais vouloir faire une entreprise de fabrication de jus d'ananas, il va me falloir remplir 1000 paperasses, monter, descendre, aller donner des pots de vin, monter et descendre. Ça, c'est le fort du Cameroun. Alors, quel est le conseil peut-être que vous donneriez peut-être aux jeunes entrepreneurs? C'est vrai que vous avez évoqué, c'est pas des gens peut-être qui ont fait de grandes études ou bien qui sont allés loin, mais on remarque, il y a le conseil, et on remarque aujourd'hui des femmes sont le plus grand nombre d'entrepreneurs au Cameroun. Et notamment, le défaut qu'on a trouvé, c'est que c'était de l'entrepreneuriat de subsistance. C'est-à-dire, ils font l'entrepreneuriat pour manger, pour aider leur famille, prendre le taxi, s'habiller. C'est pas quelque chose qui fera peut-être faire un boom dans la croissance économique. Oui, ça peut pas faire un boom dans la croissance économique quand on a encore des problèmes de base. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Il faut déjà que ces personnes sont autour de professionnels. Voilà. Mais il faut avoir les moyens pour ça aussi. Oui, il faut avoir les moyens pour ça. C'est pour ça que je vais d'abord dire que le gouvernement devrait accompagner de véritables projets. Parce qu'aujourd'hui, j'ai participé à des séminaires ou à des sélections où on sélectionnait des projets par affinité qu'on devait subventionner. Pourtant, on peut subventionner un projet. Alors, vous le dites à la télé, hein, des projets par affinité. Bon, ça dépend des personnes. Je n'ai pas cité les personnes qui sélectionnaient les projets par affinité. Il y a des projets qu'on sélectionnait par affinité. Pourtant, en sélectionnant un projet et en développant ce projet, on doit d'abord penser au fait que la personne qui travaille sur le projet, il doit vivre pour pouvoir travailler sur le projet. Tout à fait. Donc, en faisant le business plan, en faisant l'enquête sur la personne qui travaille sur le projet, on ne doit pas seulement prendre des personnes qui s'en sortent déjà, on peut prendre des personnes à qui on donne d'abord le minimum de subsistance et leur permettre ensuite de pouvoir développer leur projet. Parce que si tu me donnes 1 million pour développer mon baolet, par exemple,
le jus naturel de baobab que je fais. Ouais. Et qu'on est au courant dans ma famille que j'ai eu une subvention de 1 million pour développer le... Mais vous savez que personne ne va me laisser sortir avec 1 million en question. La personne qui m'a aidé à monter le dossier va prendre quelque chose. Si j'enlève 200 000 dans ce 1 million, on est à 800 000. La personne qui va retirer l'argent de la caisse va prendre quelque chose. Quand vous allez arriver en famille, vous allez devoir donner quelque chose parce qu'il faut quand même laisser quelque chose avant de pouvoir faire votre projet. Et à la fin, vous vous retrouvez avec peut-être 200 000 pour faire ce projet. Et quand vous allez faire, essayer de développer même avec ces 200 000, il y a encore des problèmes, votre enfant va tomber malade. Il y a des problèmes de base que vous allez encore devoir résoudre. Pourtant, si on avait pensé à sécuriser d'abord la personne qui a le projet, ensuite développer son projet, je pense que là, on aurait pu avoir quelque chose de meilleur. Donc, nous avons le PTS Jeune, par exemple, au MINJEC, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il y a beaucoup de projets, il y a des financements qui sont même donnés à la Banque des petites et moyennes entreprises, avec le ministère des petites et moyennes entreprises. Des fois, ils parlent de beaucoup plus de communication. Il y a quelques semaines, on a assisté, n'est-ce pas, au Forum économique Afrique centrale, où le ministre, n'est-ce pas, a évoqué le fait que les entrepreneurs ne viennent pas vers le ministère. Pourquoi est-ce qu'il y a ce cas de figure? Mais moi, je pense que c'est pas vrai que les entrepreneurs ne viennent pas vers le ministère. Je pense qu'il y a des barrières. Moi, je suis très têtue. Je vais dire que je suis têtue. Moi, j'ai commencé à faire du ndolé, que je faisais du ndolé séché et que je vendais ici au Cameroun. Et après, des personnes ont commencé à passer la commande même à l'étranger. Je suis allée vers le ministère parce que je voulais savoir comment faire pour développer ce projet qui était très intéressant et qui passait même. Vous parlez du ministère des petites et moyennes entreprises? Oui, je suis allée dans plusieurs ministères. Je suis allée aux petites et moyennes entreprises, je suis allée à l'économie. En fait, je me suis renseignée. On m'a dit que tu pouvais aller dans tel ou tel ministère. Je suis allée partout. Et je pense que c'était pas le ministre qui me recevait. Peut-être parce que c'était pas le ministre qui me recevait. Parce que le ministre avait insisté durant le forum. Mais il faut qu'il sache que c'est pas lui qui reçoit les gens à l'accueil. Et que les personnes qui nous reçoivent à ce niveau-là n'encouragent pas vraiment le fait qu'on puisse se développer. Tu viens 2 ou 3 fois, la façon dont on te malmène et finalement on te dit que tu n'es même pas obligé de faire ça. Vraiment, il faut continuer à faire tes choses comme tu fais souvent. Parce que c'est ce que vous avez reçu comme réponse. Exactement. Donc ici, c'est tu vas perdre ton temps à venir ici. Ce sont les gens qui ont l'argent qui font ça. Mais quand on vous répond comme ça, alors que votre projet, ceux qui ont l'argent, là, comment ils ont fait pour avoir l'argent? Ils ont commencé quelque part. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, si c'est la réponse qu'on vous donne, c'est très compliqué et c'est normal que les gens n'aillent pas, ne partent plus vraiment vers les ministères ou qu'ils aillent et qu'ils soient découragés. Donc ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est avoir une communication beaucoup plus axée, ouverte peut-être aux jeunes entrepreneurs, parce qu'il y a des formations qui sont également données pour travailler peut-être sur comment gérer ses finances, l'éducation financière. Ils ont insisté là-dessus. J'ai participé aux 3 jours qui ont été consacrés à ce forum économique Afrique centrale, et puis on a parlé, n'est-ce pas, des financiers. Aujourd'hui, quand vous avez par exemple des produits que vous mettez sur le marché, où trouvez-vous les financements? Moi personnellement, ce sont des fonds propres parce que je fais plusieurs activités. Parce que je prends les fonds d'une activité et je les mets sur une autre activité. Je prends l'exemple peut-être de Fevajos que j'organise chaque année. Je fais toujours, parlons de ministère justement, je fais toujours des demandes et j'ai on appelle des décharges depuis plusieurs années que je fais chaque année. Je fais des décharges et que j'ai jamais eu d'accompagnement d'un seul ministère. Chaque année, je fais des décharges et le ministre m'a dit que les gens ne viennent pas vers eux. Pourtant, on vient, mais on n'a pas de retour puisqu'on n'a pas de l'ombre à l'intérieur des ministères. Donc, je suis obligée de prendre des sous d'une activité pour injecter dans une autre activité. Parfois, c'est une ONG à l'extérieur du pays qui décide de vous venir en aide, sponsoriser, voilà, oui, financer. Donc j'ai travaillé avec Vivir Unidos, une ONG espagnole qui m'a
permis de travailler une année avec la prison principale de Saint-Mélima. Et c'était très bien parce que toutes les personnes avec qui j'avais voyagé, on avait quand même pu travailler, être dans de bonnes conditions et rentrer. Chacun pouvait dire que oui, je suis allé travailler, même si c'était de façon bénévole. J'ai quand même rapporté quelque chose à ma famille. Donc c'était bien. Et je me dis que si le gouvernement essaie de mettre des petits budgets comme ça pour chaque entrepreneur, je pense que ça peut... Les budgets sont mis, Madame Juliette. Il y a des budgets qui sont affrétés, n'est-ce pas, pour les jeunes entrepreneurs. Ça, je vous l'apprends pas. Vous êtes journaliste, vous le savez très bien. Voilà, il faut juste la bonne gestion. Alors, nous allons peut-être prendre une petite pause avec cette page publicitaire, le temps de souffler et de revenir. Je m'appelle Ramen Dubois Atangana, PDG de l'entreprise Dubois Events, agence événementielle qui regorge plusieurs branches, à savoir la décoration, les mariages, baptêmes, anniversaires, la location du matériel événementiel. Oui, vous pouvez louer le matériel sans toutefois faire recours à un décorateur. On vous livre votre matériel, ça peut être des tentes, ça peut être des chaises, ça peut être le couvert, ça peut être des nappes. La troisième branche, c'est le service traiteur. Nous faisons dans la préparation des différents mets que vous souhaitez avoir durant votre réception. Donc voilà les différentes activités que regorge l'entreprise. Et puis la décoration est une activité dans laquelle je me suis lancée avec passion parce que j'aime le beau, l'esthétique et tout ce qui est chou. Yaoundé, la ville aux 7 collines. Capitale politique du Cameroun, siège des institutions mais également siège des génies novateurs dans l'entrepreneuriat féminin. C'est le cas de Nikez Ngono, qui a eu la bonne idée de donner un caractère luxueux aux formules culinaires et aux breuvages ancestraux des comtés rurales. Je suis Nikez Apollonie Ngono, promotrice de l'entreprise Sagara S.A.L. qui produit principalement l'infusion à base d'aubergines sauvages. Instigatrice du réseau des femmes rurales du Cameroun, un conglomérat qui lui permet d'obtenir les matières premières de son sésame. Le Mindi Mzom, une innovation à partir des pratiques culinaires ancestrales Boulou, une tribu située dans le sud du Cameroun. L'histoire du Mindi Mzom, c'est ma grand-mère paternelle qui est du sud, qui aujourd'hui elle a 86 ans parce que l'année dernière lorsque je commençais, elle était un peu plus dans les 84-85 ans. Donc j'avais remarqué chez elle qu'elle est très solide. Ça fait que je suis rentrée sur Yaoundé. J'ai fait des recherches sur ce que c'est que le Menzemezon, cette tisane des aubergines sauvages qui est différente de tout ce qu'on boit généralement. Et l'idée était de faire en sorte que tout le monde puisse profiter de cette tisane, de cette infusion. C'est déjà d'abord culturel, c'est une richesse, c'est cette culture que je souhaite vendre à l'extérieur du sud Cameroun, c'est-à-dire venir avec au centre, venir avec à l'est, faire connaître à tout le monde ce que c'est que le Menzemezon chez nous. Le Menzemezon est une infusion à base d'aubergines qui serait le secret de la solidité des personnes âgées. C'est du moins ce que laisse entendre Nikez Ngono, heureuse bénéficiaire de l'accompagnement offert par la marque Beaufortlight à travers son concept Femme autonome et fière. Avant les brasseries, nous travaillons de manière, on va dire, informelle. Je produisais à la maison des quantités pas énormes. Avant, c'était très compliqué pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, je travaille mieux, le coût de production a diminué, j'ai de grosses quantités. Et la visibilité avec les boissons du Cameroun m'ont offert vraiment quelque chose d'inachetable. Parce que partant de cette cérémonie de remise, déjà, j'ai commencé à avoir des contrats, j'ai commencé à être connue. Ça a entraîné d'autres personnes, d'autres médias vers moi. Donc aujourd'hui, je puis dire que Menzemezon fait son bonhomme de chemin, même comme il reste encore beaucoup de choses à faire. Son histoire avec le Menzemezon part d'un constat. Les populations des zones rurales sont plus en forme que celles des grandes métropoles, qui sont le plus souvent sujettes
à des maladies telles que les cancers et autres gangrènes. Il se trouve qu'en buvant le Menzimesan, vous nettoyez à 98% le mauvais cholestérol. Et parce que vous nettoyez le mauvais cholestérol qui est dans l'organisme, parce que nous mangeons mal, parce que la consommation vraiment c'est qu'on mange mal aujourd'hui. Donc le Menzimesan nettoie le mauvais cholestérol. Lorsque le mauvais cholestérol est nettoyé et que vous avez une meilleure circulation sanguine dans l'organisme, vous n'avez pas de problème de tension, de diabète, de surcharge pondérale, vous n'avez pas de problème de lourdeur. Donc, principalement, ce sont des vertus du Menzimesan. À côté de ça, lorsque un consommateur boit, il me revient, me dit, écoute, j'avais une douleur au cœur, je ne l'ai plus. J'ai même déjà les bébés Menzimesan, parce qu'il y a une dame qui m'a appelé, m'a dit, ton Menzimesan m'a donné le ventre. Je lui ai dit, mais c'est quoi le ventre? Le Menzimesan enlève le ventre, diminue le ventre, ou ça donne. Il me dit, non, tu n'as pas compris. C'est que je suis enceinte. Donc, c'est une richesse que nous avons entre les mains, qu'il est extrêmement important de faire connaître, de labelliser, parce que mon rêve, c'est de faire du Menzimesan le drapeau du Cameroun. Lorsque on dit qu'est-ce que vous avez au Cameroun, on dit le Menzimesan. En le faisant, nous travaillons avec les femmes rurales. Nous travaillons pour l'autonomisation des femmes rurales qui sont les principales cultivatrices de la matière première du Menzimesan. Donc, en achetant un paquet d'infusions, vous contribuez à l'autonomisation de la femme rurale. Dans le souci de faire profiter sa découverte et de réduire le problème de l'espérance de vie, Nikes Ngono a décidé de moderniser la formule sans la changer. Le résultat final, aujourd'hui, c'est un thé aux aubergines sauvages. Je remercie les boissons du Cameroun pour la belle initiative envers les femmes, envers l'autonomisation de la femme. J'espère que l'aventure va continuer et qu'elle va durer et durer, je dirais, jusqu'à l'éternité. Merci beaucoup. Before Light, riche en goût, light en calories. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Alors, on a une petite page de pub. Alors, on va continuer avec Madame Juliette Doriane Gabidjo. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup évoqué les femmes. On sait que vous êtes beaucoup impliqués dans le milieu des femmes et puis dans leur développement. C'est vrai qu'il y a le ministère de la promotion de la femme et de la famille, je vais continuer à le répéter, qui a toujours évoqué le nombre de féminicides, de femmes qui sont battues, voire tuées par leurs conjoints. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce phénomène s'arrête, selon peut-être vos analyses et peut-être donner un conseil à ces femmes qui sont des fois malmenées? Alors, pour ces femmes qui sont battues au quotidien et le taux de féminicide, moi je me dis toujours qu'au début de la relation, on sait toujours que la personne n'est pas très bonne. Mais on se dit toujours que la personne va changer. Donc moi je peux vous dire aujourd'hui que même si la personne vient changer pendant 3 ans, la 6e année, la personne va redevenir... Bon, on ne chasse pas le naturel, il va toujours revenir au galop. Il y a ces gars-là qui avaient fait le vox pop sur Equinox. Oui. Même si on chasse le naturel, il va toujours revenir au galop. Donc au début de la relation, quand vous sentez que la personne n'est pas bien, ne vous mettez pas... Mais on se dit souvent qu'il y a aussi l'amour, il y a les enfants. Est-ce qu'on va laisser les enfants? Et des fois, parfois, ce sont des femmes aussi qui sont peut-être, qui n'ont pas de travail, qui sont obligées. On encourage le travail des femmes, on encourage les femmes à travailler, à se développer, parce qu'il ne faudrait pas rester dans une relation parce que vous n'avez pas où aller. Je préfère qu'elles disent que c'est par amour, parce que il y a un écrivain qui a dit que le premier soupir de l'amour est le dernier soupir de l'intelligence. Parce qu'on sait ça.
on va comprendre que oui, finalement, on ne réfléchit plus qu'on est amoureux, mais si c'est par rapport au bien, vous pouvez bien vous développer parce que imaginez un seul instant que cette personne perde la vie. Parce que... Mais il y en a qui perdent la vie, c'est pour ça qu'on parle de féminicide. Non, je dis que si vous restez avec la personne parce que vous avez peur de ne plus pouvoir subvenir aux charges, si la personne avec qui vous restez perd la vie, vous faites comment? On retourne chez la famille encore. Voilà, retournez donc chez la famille ou bien trouver un emploi. Trouver un emploi. Voilà, devenez entrepreneur. Devenez entrepreneur, faites quelque chose qui peut vous permettre de vous développer. Mais des fois, vous qui, avec votre livre Miroir, parfois aussi on se dit, on est attaché à la personne, c'est un peu difficile de se détacher de son confort, sortir de ses insécurités. Comment est-ce qu'une femme, peut-être qui est battue, veut sortir, le dit même à ses compagnes, ses amis, ses copines, mais n'arrive pas à sortir du mariage? Comment est-ce qu'on fait pour ce cas? Et c'est comme je dis, hein, ça dépend des raisons pour lesquelles elle ne veut pas sortir du mariage. Si c'est pour le confort, moi je lui dis tout de suite de sortir parce que tout peut arriver. La maison peut brûler. Moi je suis prête chaque jour à ce que je perde tout. Et que... Ah, ça c'est beaucoup de résilience, mais est-ce que toutes les femmes ont ce trait de caractère? Non, il faut qu'elles se mettent ça dans la tête parce que elles peuvent tout perdre. Vous avez déjà vu, Odile, les maisons qui se brûlent, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Des maisons qui se brûlent. Il y a des commerces qui finissent. Il y a un monsieur à Eflane, dernièrement, qui a perdu son commerce, sa maison. Oui. Mais si vous êtes resté avec lui parce qu'il avait le confort, là, à ce moment-là, vous faites comment? Je préfère comme ça qu'on dise que c'est pour l'amour que vous restez, parce que en amour il y a l'intelligence qui part, il y a le cycle de l'abus comme je l'ai défini, qui fait en sorte que c'est un travail psychologique. Et pour moi, ce qu'on devrait développer aussi dans notre pays, c'est beaucoup de psychologues. Donc selon vous, la société serait malade? Oui, la société est malade. Ah, d'accord. Vous voyez, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que notre société est malade, pas seulement notre pays, mais toute la société. Je crois que même le pays est malade. Il faut pas avoir honte de le dire. Le pays est vraiment malade. Parce que voilà, justement, la question suivante interroge justement ce cas de figure. On parle aujourd'hui de l'éducation de masse. Avec les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui les jeunes qui s'adonnent, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez parlé d'influence, n'est-ce pas? Pour modèle, ils ont des influenceurs qui ne sont pas très catholiques, on peut dire. Ils ont des modèles comme les porte-monnaies magiques. Des fois, ils ont des comportements abjects, comme peut-être poignarder les professeurs. C'est vrai que le dire de cette manière crue, c'est pas très bien bon de le dire également. Et puis, on a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent rien faire, mais qui veulent avoir tout vite. Vous voyez un jeune qui a 18 ans, mais il veut un iPhone 15. Pourquoi est-ce que les mentalités ont changé aussi subitement? Les mentalités ont changé parce que les gens se sont dit qu'ils pouvaient faire comme les autres. À l'époque, on ne pouvait pas avoir envie d'avoir un iPhone 14 à 18 ans. Puisque nos camarades de 18 ans n'en avaient pas. Comment on pouvait vouloir... On n'en avait même pas. Nos camarades n'en avaient pas. Donc, c'est la compagnie. Parce que vous dites que forcément, si ma copine a, pourquoi moi je ne peux pas avoir? Moi, j'ai vu dans les activités que je mène, j'ai organisé un concours une fois où l'élève qui gagnait le concours avait la pension gratuite l'année suivante. Ça, c'est bien. Le deuxième avait la moitié de la pension qui était payée. Mais est-ce que vous savez que j'ai organisé ce concours dans cet établissement-là et les élèves n'ont pas adhéré, n'ont pas participé. Ces élèves, on les met dehors chaque jour parce qu'ils n'ont pas payé la pension, mais on organise un concours où ils vont gagner la pension gratuitement. Ils ne participent pas. Tu ne vois même pas les parents se démerder pour faire que leurs enfants participent. C'était un peu pour communiquer pour cet établissement. Ça faisait en sorte que même si ton enfant est dans l'établissement Gabidjo, tu voudras aller le mettre dans l'autre établissement, Miroir par exemple, parce qu'il y a la pension gratuite l'année qui suit. Parce que s'il gagne le concours, il pourra, voilà. Mais non seulement les parents n'ont pas encouragé leurs enfants à faire ce concours parce que c'était l'intellect,
même les enfants n'ont pas participé au concours. Il faut aussi savoir si les parents ont des valeurs. Il faut aussi savoir qu'il y a des parents peut-être qui n'ont pas de valeur. Voilà. C'est pourquoi on se retrouve avec ce cas de figure. C'est donc à ce niveau-là que le problème se trouve. Les parents doivent avoir des valeurs. Il faut éduquer leurs enfants. Si vous, parents, vous n'avez pas de valeurs, forcément votre enfant va peut-être se dire. Les jeunes aujourd'hui, la plupart du temps, le matin, le père travaille, la mère travaille. Des fois, c'est le voisin qui s'occupe de l'éducation. Quand même le voisin, quand bien même le voisin est là, c'est pourquoi on fait souvent des cas peut-être d'abus sur les jeunes. Voilà, et tout exactement. Ça. Voilà. Et même ce qui crée le malaise dans la société, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ont des dépressions, des petites dépressions entre eux et des frustrations. Et à cause de ces frustrations, ils se livrent peut-être à la drogue. Et la drogue conduit à quoi? À agresser le professeur. Ouais. Oui, justement, on fait déjà un clin d'œil à Madame Florence Onde, qui est à l'ONGFF, qui s'occupe justement des enfants désœuvrés, des enfants qui s'adonnent à la drogue, parce qu'ils sont parfois un peu abandonnés à eux-mêmes, abandonnés par leurs parents, et ils n'ont personne à qui se confier également. Exactement, ils peuvent avoir des frustrations. Ils reçoivent l'éducation de la rue aussi. Voilà. On peut dire un peu de ce côté-là. On peut avoir des frustrations à l'école. On le voit souvent des enfants, chaque matin il arrive, il y a un camarade qui se moque de sa coupe de cheveux, mais ça c'est des choses qui nous marquent. C'est des choses qui nous marquent et les parents ne tiennent pas compte de ça. Non, en fait, il faut peut-être amener l'enfant à parler aux parents aussi, de dire, voilà, papa, maman... L'enfant à lui parler. Oui, je crois qu'il y a la CONEP qui est née, le Conseil national de l'éducation, qui est né il y a quelques mois déjà du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounina Futsuki, n'est-ce pas, l'a mis sur pied pour éduquer en même temps les parents et les enfants. Oui. Parce qu'il a estimé qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas si éduqués que ça et ils sont beaucoup plus préoccupés à chercher de l'argent. Oui, le gain, voilà. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et quand la catastrophe arrive, chacun se rejette la faute entre éducateurs. On va dire, non, ce sont les enseignants, non, c'est les parents, non. Et puis, le problème, c'est que le mal est déjà fait. Oui, le mal est fait. Donc, je pense qu'on devrait soigner le mal à la racine. Surtout qu'aujourd'hui, les enfants sont très intelligents. Les enfants, la nouvelle génération... Oui, justement, c'était la question suivante. Alors, mondialisation, un avantage ou un inconvénient? La mondialisation fait peur. Je vous jure, ça fait peur. C'est un peu grave parce que comme le monde va un peu en vrille, la mondialisation n'est pas un très grand avantage pour nous. On devrait se ressourcer. Ça, c'est selon vous? Oui, c'est pas un avantage parce que le monde va en vrille. Pourtant, on devrait tous utiliser toutes les aptitudes qu'on a pu développer pour pouvoir faire des choses encore plus grandes. On prenait du temps pour faire certaines choses, pour faire certaines recherches. Pour faire certaines recherches. Mais on parle de civilisation. Souvent, quand on parle de mondialisation, on te dit tu es moderne, ça veut dire que tu es civilisé. Oui, tu peux être moderne. Ce que je veux dire, c'est que on prenait beaucoup de temps à chercher des informations par-ci, par-là. Aujourd'hui, on a l'IA avec laquelle on peut avoir plus rapidement une information. Et au lieu d'utiliser donc l'IA de façon efficace, à savoir si je peux avoir telle information plus vite, je peux aussi développer un peu plus vite certaines compétences. Au lieu de l'utiliser comme ça, certains l'utilisent pour tricher. Donc je pense qu'on devrait tous évoluer en même temps, évoluer en enseignant aux gens que voilà, on a évolué, les mentalités ont évolué, voici ce qui se passe aujourd'hui, voici comment utiliser ça. Avant, on nous fouettait, ou bien dans les rédactions, on n'arrivait pas à faire des papiers facilement parce qu'on rejetait nos papiers parce qu'on n'avait pas assez de compétences. Aujourd'hui, on a l'IA, aujourd'hui, on a les moteurs de recherche et tout qui nous permettent d'avoir plus vite l'information. Si je ne sais pas écrire mon article, je tape sur Google comment écrire un article, je travaille plus rapidement que celui qu'on a brimé pendant 10 ans et que c'est après, c'est à la 10e année qu'il a su écrire le papier après plusieurs brimades. Aujourd'hui, tu as la capacité en un mois de te former et d'avoir un excellent papier et ça permet l'évolution de la société. Aujourd'hui, non seulement il y a des tricheurs d'un côté et de l'autre côté il y a des gens qui n'acceptent pas cette évolution de la société et qui veulent rester dans les mentalités rétrogrades. Donc la fusion entre les deux perd
certainement certaines personnes. Oui, c'est vrai qu'avec, par exemple, les Jeux Olympiques qui ont débuté vendredi passé, il y a eu beaucoup de réactions concernant peut-être les comportements et ce qui a pu se voir durant la cérémonie d'ouverture. Voilà, il y a beaucoup de frustration aussi parce que puis, sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit nous n'avons pas aimé cette cérémonie d'ouverture parce que ça ne reflète pas nos cultures. Est-ce que quelque part vous êtes de cet avis? Exactement, ça ne reflète pas nos cultures à nous. Mais dans ce pays où les Jeux Olympiques ont été faits, il y a un dirigeant du pays et s'il pense que c'est cette culture qui veut impulser c'est ça l'ouverture au monde, oui. Pour son pays à lui, c'est ce qu'il fait. Et donc, nous, on devrait être éduqués, comme je le disais tout à l'heure, à ce qui est bien ou pas bien et comment utiliser tout ce qui arrive. Et pour moi, ce qui s'est vu pendant les Jeux Olympiques, si les gens sont offusqués, c'est terrible. Aujourd'hui, si vous avez Netflix ou les plateformes de distribution des films qui viennent de l'extérieur, vous allez en fait voir ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques. Ce ne sera pas bizarre pour vous. Vous allez comprendre que c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est pas parce que je vois des films Netflix où je vois des scènes, je sais pas si je devrais dire, voilà. je devrais dire ce genre de scène. C'est pas parce que je vois ce genre de scène sur Netflix que je le fais chez moi. Que tu pratiques. Sur Netflix, il y a des films où vous voyez des sœurs, enfin, des frères ou des sœurs, je ne sais pas quoi dire. On parle de l'inceste, voilà, du genre. Transgenres, voilà, effectivement. Qui sont, on n'est pas là pour les fustiger. Non, moi je ne les fustige pas. On ne fustige personne. Je ne fustige pas, je suis juste en train de dire que c'est pas parce que je vois une sœur transgenre dans un film Netflix que je vais venir le faire chez moi. Si je vois, je sais ce que je regarde en voyant le film. Ce qui est positif pour moi, je le prends pour moi. Maintenant, la personne qui trouve que peut-être que ça entre dans ses mœurs, c'est à lui de voir. Et puis, on est obligé d'évoluer avec le monde. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être en France, aujourd'hui, ce sera ailleurs, bientôt. On voit bien tout ce qui se passe dans notre sphère internationale. Voilà. Donc ne soyons pas surpris. Pour ceux qui sont fâchés, qui sont frustrés, c'était déjà sous nos yeux. D'accord. En fait. Voilà, nous sommes avec Madame Juliette Ngabidja qui nous a parlé, n'est-ce pas, de son ouvrage. Nous arrivons au terme de cette émission, mais avant, on va prendre une page de pub avant de nous dire au revoir avec notre invité. De publicité, notamment Al-Kawar Beauty. Al-Kawar Beauty, n'est-ce pas, est situé à, on peut dire, le quartier Briqueterie, à la rue Malam Ibrahim, à la descente sapeur-pompier Mokolo, à proximité du carrefour Soya. Quand on parle de Soya, on sait bien que c'est le carrefour Briqueterie. Al-Kawar Beauty, n'est-ce pas, répond au numéro 674 39 36 05, 674 39 36 05 et 699 82 60 57. À Al-Kawar Beauty, vous retrouvez notamment un salon de coiffure, vous retrouvez la vente des produits intimes, vous retrouvez la vente, n'est-ce pas, des femmes, pour des femmes, la coquetterie, des sacs, des chaussures, entre autres, des produits qui nous proviennent, n'est-ce pas, de la Turquie, de la Chine et même de la France. Alors, Al-Kawar Beauty offre diverses, n'est-ce pas, activités pour les femmes, notamment des réductions quand vous avez l'habitude d'arriver là-bas. Al-Kawar Beauty également aide également certains hommes dans la
coiffure avec la coiffure pour enfants et hommes. Alors nous allons passer maintenant à notre deuxième partenaire qui est Madiv Commerce Général et Distribution, qui, n'est-ce pas, favorise la vente des laits de toilette Moula, la marque Moula, qui parle d'import substitution avec le Made in Cameroun qui est mis en avant et qui répond au numéro 676 80 23 20 676 80 23 20 691 10 24 32. Nous avons la marque Moula qui fait dans les gommages, qui fait dans les laits de toilette, qui fait dans les shampoings. Alors pour être belle, faites un tour, n'est-ce pas, chez la marque Madiv avec la marque Moula. Alors comme dernier partenaire, nous aurons la marque Flomic, l'huile raffinée Flomic qui vient d'être mise sur le marché par Madame Marie-Florence Onde, n'est-ce pas? On l'a évoqué durant l'émission. Les produits sont distribués dans la ville de Yaoundé et la ville de Douala et répond au téléphone 650 42 72 12 650 42 72 12. Nous avons l'huile raffinée, l'huile de palme et également l'huile de soja. On parle du Made in Cameroun, n'est-ce pas? Voilà, le Made in Cameroun est représenté ici avec cette marque Flomic. Alors nous allons retourner avec notre invité qui n'était autre que Madame Julienne Gabijo avec le livre Miroir. Alors Miroir se retrouve où, est vendu où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors on peut retrouver le livre Miroir bien sûr chez les éditions de Midi du côté de Tinga. À la Polyclinique Tinga, voilà. Voilà, également du côté de rue Sépère, Enjoy the Moment. D'accord. Et à quel prix? À 5 000 francs seulement. Juste 5 000 et puis vous changez votre vie avec le miroir. C'est votre reflet qui sera mis en avant et puis le reflet est également intérieur. Alors avant de partir, quelles sont justement vos perspectives dans ce que vous faites, vos activités? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours, les prochains mois? Alors, pour les prochains mois, déjà, je vends miroir. Vous vendez miroir. C'est la promotion de miroir actuellement et voilà, c'est la rentrée scolaire. Il n'y a pas trop d'événements à la rentrée scolaire, mais... Vous avez une association, est-ce que vous avez des projets par rapport aux femmes, par rapport peut-être à des formations, par rapport, je ne sais pas, vous avez évoqué plein d'activités que vous faites. Quelle est l'activité la plus poignante que vous feriez dans quelques mois? Alors, l'activité que j'organise encore dans quelques mois, c'est celle de réunir plusieurs présentatrices, voilà, plusieurs présentatrices télé pour qu'on puisse partager des expériences et pouvoir améliorer la qualité de contenu dans notre sphère médiatique, dans notre pays. Parce que quand on compare nos contenus et ceux des autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, nous sommes on ne va pas faire de comparaison, nous avons des personnes talentueuses, c'est juste peut-être quelque part aussi les médias qui ne sont peut-être pas mis en avant, mais ici à Regard d'Afrique, nous avons de jeunes talentueux et puis on ne va pas s'inventer, ici on travaille sur l'Afrique, le panafricanisme, c'est cette marque de définition de Regard d'Afrique. Alors nous arrivons donc au terme de cette émission, mais avant de partir, vous allez nous donner les numéros de téléphone et puis on donne un petit coup d'œil, n'est-ce pas, un clin d'œil, n'est-ce pas, à Eric Tchumke à la maison d'édition Edimide qui vous offre, n'est-ce pas, quelques ouvrages, la poésie de l'heure de Moussa Longo Ibn Daoud qui, n'est-ce pas, est quitté du christianisme à l'islam. Nous avons Marianne Nzoyem Gassam Choubaï, la poésie, un livre de poésie, Sentiment. Bon, je crois que ça vous convient quand même, sentiment. Voilà. Vous parlez beaucoup de sentiments. Alors, on va terminer cette émission. C'est vrai qu'il y a la plage humour. Avant de partir, peut-être on pourra mettre la page humour et puis se quitter. Nous, ce sont les crévitos, les gars les plus pauvres de la ville de Yaoundé. Mais ne nous sous-estimez pas. C'est vrai qu'on n'a rien dans les poches, mais nous sommes les plus gros vendeurs de rêves de la capitale. Le principe, il est très simple. Se rendre dans un endroit très chic, faire le maximum de photos sans rien consommer et poster sur les statuts dans le simple but d'attirer les filles faciles. Elles, ce sont les crévitas. Comme nous, elles sont toujours dans les endroits chics et n'ont rien dans les poches. Mais leur technique est très simple. Elles sont prêtes à séduire le premier venu pour qu'il gère la facture. Ma copine, le plan reste le même. Dès qu'on aperçoit le premier mot, on commande, on le séduit pour qu'il paye notre facture. Ah ouais? Ce jour,
Rien ne s'est passé comme prévu. Les crévitos se sont rencontrés dans le même restaurant que les crévitas. Et figurez-vous que ce sont des sexes. C'est quoi? Mon ex. C'est vrai qu'on avait un plan, tu vois. Mais comme il est là, je ne veux pas qu'il me voie dans les mêmes conditions qu'il m'a laissé. Il m'a laissé, la période là, j'étais fauchée. J'étais fauchée plus qu'un GV de 500. Mais je veux qu'il sache maintenant que ma vie a réussi. Que je suis une boss lady, que je suis une femme d'affaires. Donc on va commander, on va faire comme si nous-mêmes on allait payer. Mais quand ils vont partir, c'est question, on ne va pas manquer le mot qui va payer nos factures. Donc on va commander. Service, s'il vous plaît. Gars, on fait comment? Voilà mon ex-gars, il faut qu'on commande quand même quelque chose, man. Il doit garder le charisme, il ne peut pas venir d'un grand restaurant comme ça. Je reste sans manger, il fallait me saboter dans tout le quartier. Commander, on a l'argent. On est venu ici pour se filmer, poster sur Facebook, pour chercher les femmes. Toi, tu veux commander pour ton ex, on a l'argent pour payer. Donc, on va prendre l'eau. Si elle nous demande, c'est que l'eau, c'est la vie. Bonjour madame. Commandant, donc comme d'habitude, vous nous faites 2 portions de poulet braisé. Vous nous faites ça à point et un peu semi-sec. Vous voyez, un peu saignant, un peu sec, un peu à point. Merci. D'accord. Et les accompagnements? Des frites de porc et plantain moellés, assaisonnés à la moellasse. D'accord. Pour moi, ça sera des émincés de pommes. C'est ça à la poêle, à point. Pas trop salé, juste une petite percée de sel. D'accord, madame. Dépêchez-vous, madame, s'il vous plaît. Nous n'avons pas assez de temps. Bonsoir. S'il vous plaît, vous avez de l'eau pétillante? Mais comment ça, vous n'avez pas de l'eau pétillante? Mais les messieurs n'ont pas de l'eau pétillante. Et vous avez les cuisses de grenouille? Hey, vous n'avez ni les cuisses de grenouille, ni de l'eau pétillante. Ok, donnez-nous de l'eau simple. Voilà. Avec 2 verres, ça va aller. Mais les Mongols, ils n'ont pas de l'eau pétillante, mon frère. Ah, je te dis, wesh, ma gueule, wesh, la vie de ma mère. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que cette poule a souffert avant de mourir, ouais? Certainement, madame. Ah, je suis dégoûtée. J'imagine pas à quel point elle a souffert avant de mourir. Maman. Je mange du poulet braisé, wesh. Ok madame, il n'y a pas de souci, mais le truc c'est que la personne qui va payer n'est pas encore là. Pardon. Ne m'amenez pas aux choses que vous venez souvent faire ici. Passez comme ça, vous pensez que je ne vous connais pas. Ne m'amenez pas aux choses que vous venez souvent faire ici. Passez comme ça, vous pensez que je ne vous connais pas. Elle n'est pas encore là. Et c'est mon problème. What? Vous voulez vous dire wesh. Tu veux moi? Hey. Vous allez laver le sol ici là. C'est vrai, on lave du sol, mais on le fait avec du carré ici. Fais-moi ta sale. Du poulet brisé. Qu'est-ce qui n'a pas souffert? L'animal a souffert.
Ça veut dire que dans le restaurant, si, quand tu manges et que tu n'as pas d'argent pour payer, on te demande seulement de laver le sol. Tout est possible ce soir. Est-ce que laver le sol est un problème? Service. Vous avez vu ce qu'elles ont pris, non? Donnez-nous la même chose. Exactement. Bon appétit, monsieur. Merci. Moi, c'est laver le sol. C'est moi qui lave le sol chez nous. Si vous voulez, je lave même comme ça. Je ne vais pas encore laver chez vous à la maison. C'est moi qui lave le sol chez nous, quelque part. Chez nous, moi, il lave le sol. Notre maison en était comme ça, 3 niveaux, mais dès qu'on fait ça, il lave ça dans 10 minutes. Demain, le devant, là, il peut balayer. Bon appétit, mon ami. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas l'argent. Mon ex. Tu vois que les mimbas ne servent à rien. Nous deux on est quand même wise. Non, nous deux on est quand même wise. Il faut qu'on voit comment on peut. Bon, le publicitaire, ne quittez pas parce que la vidéo n'est pas encore finie. Vous avez pas. Regard d'Afrique, une Afrique de grands défis.